Good afternoon and welcome everyone to this session. After the coup d'etat, what comes next? Bon après-midi, bienvenue à cette séance après le coup d'État qui va guide une conversation avec Lamine Zine, le Premier ministre. Je suis avec Cameron Hudson, mon collègue. Cette conversation se passe en deux langues. Cameron et moi, on parle en français, mais le public peut suivre en anglais ou en français. Si vous allez au bas de votre écran où se trouvent les icônes, il y a une icône d'un monde, un globe, qui est marqué interprétation. Si vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'anglais ou le français. Encore bienvenue et Cameron, à vous. Thank you, Bemba. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir le Premier ministre Ali Lamine Zein, Premier ministre de la République du Niger. Il a été nommé Premier ministre et ministre des Finances en août de cette année, environ un mois après que la junte militaire a destitué le président Mohamed Bazoum. Avant sa nomination, le ministre était représentant résident de la Banque africaine de développement au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Auparavant, il a été directeur du cabinet du président Mamadou Tanja et a été nommé ministre de l'économie et des finances, poste qu'il a occupé de 2003 à 2007. Monsieur le Premier ministre, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour discuter avec nous. Nous sommes reconnaissants de votre volonté d'engager ce public à Washington et de le monde entier sur la situation actuelle du Niger 5 mois après le coup d'État et sur la manière dont vous envisagez de relever les défis très importants dans votre pays et dans toute la région. Je voudrais commencer par une question sur la signification plus grande du coup d'État pour notre public à Washington. L'aspect choquant du coup d'État au Niger en juillet dernier, du point de vue de Washington, était que le Niger était un partenaire démocratique stable dans une région très instable. Mais elle comprenait la valeur et les avantages d'un partenariat avec Washington. L'assistance sécuritaire, aide au développement, renforcement des institutions. Et pourtant, le coup d'État ressemble à un rejet de cette relation et de ses valeurs. Comment faut-il considérer ce qui s'est passé au Niger? Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. D'accord. Je voudrais vous remercier au nom du gouvernement de mon pays, au nom du chef de l'État, le général Tchani, pour cette possibilité que vous nous donnez de nous exprimer et donner également notre point de vue et notre version des faits. Mais avant ça, je voudrais un peu rectifier sur ce que vous avez dit, ma carrière antérieure. En réalité, j'ai été ministre de l'économie et des finances de 2003 à 2010 et non 2007. Désolé. Donc, c'est juste, vous comprendrez plus tard le sens de cette précision. Il est important, avant d'aborder effectivement l'effet de ce changement non constitutionnel, de rappeler que la zone sahélienne est une zone qui a été lourdement affectée en 2011 suite au renversement du régime en Libye, la guerre en Libye, l'attaque de l'OTAN de ce pays charnière et l'assassinat de son président, le président Kadhafi. Évidemment, les conséquences n'ont pas tardé à s'étendre sur les autres pays qui sont le Niger, le Mali, un tout petit peu le Tchad, un peu plus loin la Mauritanie, qui n'a pas été aussi affectée que ces pays-là. Les résultats, évidemment, aussi, on va dire,
de la lutte contre le terrorisme qui a vu le jour précisément à partir de cette période se sont montrés totalement mitigés. Et les pays se sont retrouvés face à eux-mêmes. Il faut dire que l'insécurité en Libye a eu un effet dévastateur sur le pays. Je voudrais souligner que le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont trois pays qui sont dans une organisation qu'on appelle l'ALG depuis les années 70. Et ensemble, ils ont récemment décidé de créer, de renforcer cette organisation en insérant la dimension de la lutte contre l'insécurité, de la sécurité et du développement, de la défense. Et cela, il faut bien le retenir dans la mesure où, pour revenir au cas propre du Niger, le coup d'État intervenu le 26 juillet est un coup d'État qui est venu délivrer le peuple nigérien. Parce que si on prend les années, évidemment, de 2011 à 2023, on a vu le développement de cette insécurité, malgré la présence massive d'une coopération, je dirais même militaire. Et ce coup est venu délivrer les populations parce que, en plus de cette insécurité, il y avait la malgouvernance. Je peux comprendre que, d'un point de vue américain, vous ne voyez pas ça d'un bon œil, mais pour les Nigériens, il faut le dire, c'est une délivrance totale, dans la mesure où nous avons fait le choix de nous frayer un chemin qui nous conduit vers disons, un avenir bien meilleur, renouer avec nos vraies valeurs, renouer avec les valeurs d'une bonne gouvernance, et renouer avec le chemin qui devrait en principe nous permettre de faire cette fois-ci des élections libres et transparentes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se rappeler qu'en 2020, quand il y a eu 2020-2021 les élections, tout le monde sait comment ça s'est passé, elles ne se sont pas bien déroulées. Et pourtant, les Nigériens, connus pour leur calme, ont plus ou moins fermé les yeux, donné les chances à celui qui avait été, disons, soi-disant élu, de pouvoir gérer l'État, mais ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Si vous voulez, on rentrera dans les détails. Mais à chaud, je peux vous dire que si ça vous choque, au Niger, ça nous délivre. On pourra revenir dans les autres détails si vous le souhaitez bien. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Vemba? Oui, merci beaucoup, Excellence, pour vos propos de tout à l'heure. Mais dans le monde, on a connu le Niger comme une démocratie, c'est-à-dire dans plein processus démocratique. Le coup d'État semble avoir déraillé cela. Et la CEDEAO et autres institutions vous demandent de remettre le pays sur la voie démocratique. Quelles sont les dispositions à l'heure actuelle que votre gouvernement prend en ce sens? Merci. Vous dites dans le monde, peut-être oui, mais au Niger, tout le monde sait qu'on ne vivait pas une réelle démocratie. Où pendant une dizaine d'années, on n'avait plus le droit de manifester ouvertement, on n'avait plus le droit de s'exprimer, on n'avait plus le droit de contester. Et ce qui symbolise la démocratie, c'est la création des structures animées par un personnel politique. Tout le monde a été témoin du fait que les partis systématiquement ont connu des déchirures qui ont été provoquées, une très mauvaise gestion. Et je pense que si vous regardez avec un œil objectif, vous verrez vous-même qu'il y a eu une période au cours de laquelle on peut réellement parler de la démocratie. Ce n'est pas parce que j'ai appartenu à cette période-là, à ce régime de 2000 à 2010, mais tout le monde sait que cette période a été une période de relative stabilité où tous les partis politiques avaient voix au chapitre, où les journalistes étaient libres d'exprimer ce qu'ils voulaient,
où la gestion de l'argent public était très bien conduite, où tout celui qui voulait exprimer une opinion était libre de le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé après cela? Vous êtes témoin qu'il n'y avait plus de voix qui pouvaient s'exprimer librement. Vous le savez bien. Est-ce que c'est ça que vous appelez la démocratie? Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Une fois qu'on ne peut pas exprimer son opinion, une fois qu'on gère mal les ressources publiques, qu'on les détourne et il n'y a pas la possibilité de faire entrer le citoyen dans ses droits, on ne peut pas parler de démocratie. Si les militaires nigériens qui sont à la tête de l'État du Niger aujourd'hui ont pris leurs responsabilités, ce ne sont pas des militaires de salon. Pardonnez-moi d'emprunter ce terme, ce sont des militaires valeureux qui sont connus de par la région et même au-delà, et qui estiment qu'il faut ramener le pays dans la voie de la démocratie. Ce sont ceux-là même en 1999 qui se sont soulevés pour empêcher, avec d'ailleurs le soutien des États-Unis, que des élections truquées puissent se tenir. Aujourd'hui, nous avons l'intime conviction que de la façon dont les choses se déroulent, nous allons revenir sur cette voie pour que le Niger retrouve justement cette image d'un pays où les gens peuvent facilement et librement s'exprimer, où on gère bien l'argent public, où il y a le compte rendu à faire à la population. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau. Donc pour moi, c'est peut-être votre opinion. Au Niger, nous pensons que la démocratie n'était pas respectée. Et nous avons l'intime conviction actuellement que la façon dont les choses se déroulent, nous allons renouer avec ce principe-là. Monsieur le Premier ministre, vous allez renouer avec ces principes. À quelle échéance, donc à quand pouvons-nous nous attendre à cette transition démocratique pour remettre le pays sur la bonne voie, entre guillemets? D'accord. Vous avez parlé de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une organisation dont la vocation est de travailler sur l'intégration régionale, sur le partage de la solidarité, sur une meilleure appréciation des valeurs communes des États, des pays, des peuples. On s'est retrouvé face à des décisions suite au 26 juillet qui sont totalement en rupture avec ces valeurs qui sont consignées dans la charte qu'il a créée. On s'est retrouvé avec une institution qui ne respecte elle-même pas les règles pour lesquelles elle a été créée et qui a pris des sanctions que je qualifierais d'ailleurs de punitions pour un peuple qui aujourd'hui est debout derrière les autorités, qui aspire à une plus grande liberté, qui aspire à une meilleure coopération avec la collectivité internationale basée sur l'équilibre, sur le respect mutuel, sur le respect de notre solidarité, de notre indépendance, du choix qu'on a fait de s'affranchir de la situation qu'on a connue jusqu'ici. Nous avons entamé avec cette institution, malgré le fait qu'elle nous ait punis sur une base totalement subjective, et il est question, évidemment, dans les tout prochains jours, je dirais dans la première semaine du mois de janvier, nous allons convenir d'une date précise qui ne saurait excéder, comme on l'a déjà dit, les 3 années. Tout le monde sait au Niger, il y a eu 6 changements non constitutionnels. Jamais on n'a dépassé ces 3 années-là. Il est évident que le moment venu, vous allez connaître le timing sur lequel nous nous entendrons avec d'abord notre peuple, mais aussi avec cette institution, malgré son incohérence où on accepte de rester en tout cas jusqu'ici. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Cameron. Merci, Excellence. Dans les prochains jours, les forces militaires françaises se seront totalement retirées du Niger. Et au même moment, la semaine dernière, le Niger a accueilli des visiteurs de haut niveau en provenance des États-Unis et de la Russie. Les États-Unis semblent résolus à maintenir leur présence militaire au Niger et le ministère russe de la Défense a proposé une assistance en matière de sécurité aussi. Pouvez-vous nous parler de vos objectifs et de la manière dont vous équilibrez les intérêts des grandes puissances au Niger
toutes ces puissances peuvent-elles coexister au Niger, selon vous? Merci. C'est ce que j'essayais de vous dire. Le choix qu'on a fait d'affirmer notre souveraineté s'appuie sur un élément essentiel, qui est celui de la libre administration de notre destin, du libre choix d'aller avec tous les partenaires qui sont épris de paix, prêts à respecter notre pays, à accepter le principe que nous avons également des intérêts à défendre. Il vous souviendra qu'en 2007, le Niger avait décidé de revoir le prix du kilo de l'uranium. Le lendemain, on sait ce qui s'est passé. Le principal partenaire a armé une partie de notre population, une partie de quelques individus qui ont repris les armes. Mais grâce à la sagesse des Nigériens, nous avons pu résoudre cette question. Nous nous sommes assis. Nous avons fait connaître la nécessité pour ce partenaire d'accepter le principe que nos intérêts soient sauvegardés, tout en nous amenant nous-mêmes à respecter ses intérêts. Nous nous sommes entendus. En ce qui concerne nos perspectives, sur le plan institutionnel et politique, nous avons décidé de nous ouvrir à tous ceux qui sont épris de paix. Tous les pays, tous les peuples. Nous sommes un pays sahélien, nous sommes un pays avec une très vieille civilisation ouverte au monde entier. Si vous parlez des grandes puissances qui arrivent, évidemment, nous ne pouvons qu'accepter tout ce qu'ils veulent, venir travailler avec nous, avec une démarche claire, transparente. La mission de haut niveau des États-Unis qui a séjourné chez nous, nous avons fait entendre cette nécessité-là. Nous avons clairement dit il faut que les Américains se déterminent. Les Américains doivent, s'ils veulent rester chez nous, nous dire exactement ce qu'ils doivent faire ici. Les Américains ont des militaires sur notre territoire. J'ai dit à la représentante américaine venue ici que les Nigériens auraient souhaité voir beaucoup plus d'investisseurs américains que des militaires américains sur notre territoire. Je rappelle que avant 2011, il n'y avait pas un seul militaire étranger sur le territoire de la République du Niger. Il n'y avait pas un seul terroriste sur le territoire de la République du Niger. Vous ne pouvez pas empêcher aux citoyens lambda de créer une corrélation directe entre cette présence des terroristes et des militaires étrangers. Je pèse mes mots. Nous avons clairement dit à cette mission que nous sommes ouverts. Nous voudrions que les Américains, que nous considérons comme des alliés, comme des amis, aient une attitude transparente, très claire. Je peux vous répéter ce que j'ai dit à la sous-secrétaire d'État adjointe. Je lui ai dit que le 25 juillet 2023, il y avait des nuages. Tout le monde a vu l'armée américaine et l'armée nigérienne côte à côte avec un parapluie américain. Le lendemain 26 juillet, la pluie a démarré. L'armée américaine a plié le parapluie. C'est pour dire que pendant qu'on avait réellement besoin de ces partenaires stratégiques, ils se sont repliés. Et le ministère en charge de la Défense est en train de travailler sur la meilleure manière de collaborer avec ce partenaire historique que nous considérons comme un ami, comme un allié. Et c'est aux États-Unis de savoir s'ils souhaitent rester chez nous. Ils sont les bienvenus. Pour le reste, c'est de la même manière. Notre coopération avec la Russie date de plusieurs années. Les acquisitions que nous avions eu à faire antérieurement, notamment en matière de vecteurs aériens, ont donné lieu à l'entretien de tous ces matériels, vous l'avez dit vous-même, de formation, de soutien et d'aide à la défense. Donc pour nous, ils ont leur place, tout comme les Américains et tout autre partenaire qui frappent à notre porte. Et nous allons veiller à ce que les intérêts de tout ce qui arrive soient sauvegardés, à condition bien sûr que les nôtres soient tout simplement respectés. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci. Bemba? Monsieur le Premier ministre, le monde se soucie de la situation, de conditions de vie et de santé de l'ancien président, le président Bazoum. Dans quelles conditions se trouve-t-il et quelles sont les conditions pour sa libération?
J'aurais voulu vous entendre dire que le monde se soucie du sort de 26 millions de Nigériens qui font face à une injustice de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous avons des morts qu'on enregistre dans les hôpitaux par manque de médicaments, par manque d'énergie, du courant électrique, par manque quelquefois même d'aliments, simplement parce que cette organisation a décidé de punir notre peuple. C'est 26 millions de Nigériens. Le président déchu, je peux vous assurer qu'il habite encore le palais présidentiel, la résidence du président de la République. Le chef de l'État, le général Tchani, pour montrer sa bonne volonté, a ordonné que absolument rien ne manque à M. Bazoum, qui est notre compatriote, qui a eu à gérer l'État et qui est dans de très bonnes conditions. Je peux vous certifier que personnellement, j'ai eu à accompagner la mission de la CEDEAO, où lui-même a dit qu'il n'éprouvait aucune difficulté en termes de santé, en termes de traitement. Le président Tchani se trouve encore aujourd'hui dans, je dirais, son célibatorium du chef de la garde présidentielle. Donc, on aurait souhaité entendre le monde. Et vous-même, vous souciez du sort des 26 millions de Nigériens qui souffrent parce que simplement, la BCEAO, l'UEMOA ont pris en otage l'impôt des Nigériens collecté à qui on leur a demandé de garder simplement parce qu'il y a une décision qui vient de je ne sais où. D'ailleurs, on le sait. C'est la France qui demande cela. Il faut dire que si vous voulez que nous nous entendions, il faut absolument qu'on sente que vous vous souciez de sort de tous les Nigériens. Faites-nous confiance. Il y a eu 5 coups d'État au Niger, 6 au total, non constitutionnels. Le premier président Djori, il a passé 13 ans dans un camp militaire. On n'a jamais entendu la communauté internationale se soucier de son sort. Le président Ousmane, il a passé des semaines dans un camp militaire. Jamais la CEDEAO, ni l'UEMOA, ni la communauté dite internationale, on n'a jamais entendu quelqu'un dire qu'il faut se soucier de son sort. Le président Barré, malheureusement, n'a pas eu beaucoup de chance. Il s'est retrouvé dans une tombe. Personne n'a bougé. Et le président Tanja s'est retrouvé dans une prison civile avec son propre fils. Ils ont passé des mois, plus de 15 mois en prison. Ils ont contracté des maladies qui les ont emportés. Ça fait la 3e année que le président Tanja est mort, paix à son âme. Son fils, ça fait 1 année qu'il est mort. On n'entend personne se soucier de tout cela. Il faudrait quand même nous faire un peu justice. Et le Niger est un pays épris de paix. Le Niger a des valeurs, les valeurs humaines sont sacrées chez nous. Vous pouvez en être sûr. Le président Bazoum, je pense, pour sa propre sécurité. D'ailleurs, nous n'avons pas confiance à cette communauté dite internationale ou ces pays qui demandent sa libération. Nous avons peur. Suivez mon regard. En suivant votre regard, Monsieur le Premier ministre, en parlant de la justice pour le peuple nigérien, la question continue à se poser. Le président Bazoum est détenu en tant que prisonnier, en tant que... quel adjectif vous allez attacher à sa détention? Et de deux, puisque vous avez évoqué la CEDEAO et les sanctions, quelle est votre démarche pour que ces sanctions-là soient levées, pour que justement que le peuple nigérien puisse s'épanouir? Le peuple nigérien qui est puni parce qu'il n'a même pas accès aux médicaments, à l'énergie et aux denrées alimentaires, est-ce qui est prisonnier de tout ça? Quel qualificatif vous voudrez qu'on emploie à cet égard? Moi, je pense qu'il faut raison garder. En ce qui concerne la CEDEAO, nous avons engagé des discussions. Il y avait 3 conditions qu'ils avaient exigées dès le départ. La première, c'était nous amener, malgré la précipitation et le caractère inique des sanctions, accepter de nous asseoir et de discuter. Une condition qui a été acceptée parce que plusieurs missions ont eu lieu entre le Nigeria et nous. La deuxième condition, c'était justement de s'enquérir de l'état réel du président déchu.
il leur a été possible d'avoir accès et de voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Et la troisième condition, il fallait qu'on donne une idée de combien de temps prendrait la transition qui est en cours. Cela également a été indiqué. Nous nous attendions, on s'attendait à une levée de ces sanctions lorsque il y a eu 2 sommets qui ont maintenu intégralement ces mêmes sanctions. Donc, je vais vous inviter de poser cette question à la CEDEAO et à l'UEMOA. Quand est-ce qu'ils comptent lever ces sanctions? En tout cas, nous avons exprimé notre disponibilité. Le dernier sommet a désigné le chef d'État togolais, Sierra Leone. Nous avons déjà reçu une première mission de leur ministre des Affaires étrangères. Nous avons réitéré notre engagement et notre volonté d'aller vers la résolution de cette crise. C'est à eux de nous dire si réellement ils veulent continuer à punir le peuple nigérien. Voilà ce que je peux vous dire. Pour finir sur cette ligne-là, le président Bazoum, il est prisonnier politique ou qui est-il au juste? À votre égard, vous le considérez comme? Moi, je vais vous demander, puisque cela vous préoccupe beaucoup, d'avoir le qualificatif que vous souhaitez apporter à cela. Nous savons que le président Bazoum, déchu de son pouvoir, est en bonne santé. Le moment venu, comme le chef de l'État l'a dit lui-même, il sera élargi. Nous ne sommes pas... Le Niger, comme je vous le dis, est un peuple épris de paix, un peuple ouvert à tout pour arriver à des solutions les plus consensuelles possibles. Donc, moi, je souhaite vraiment qu'on s'en tienne à ça. Les Nigériens, vous savez, on ne rend pas service au président déchu chaque fois qu'on clame son cas. Son cas, il est là, il est très clair de ce point de vue. Je vous ai cité le nom de tous les présidents qui ont connu la même situation, mais qui n'ont jamais eu autant d'égards, autant de dispositions pour que son être soit protégé. Et donc, il faut bien l'admettre, s'il vous plaît. Cameron. Merci. À ce sujet, la semaine dernière, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision ordonnant justement la libération du président Bazoum. Quel est votre avis sur l'opinion et l'autorité de la Cour de la CEDEAO et quelles sont les relations que vous prévoyez avec la CEDEAO dans le futur? J'observe que c'est une séance d'entretien exclusivement fondée sur le cas du président déchu. Moi, je m'attendais à ce qu'on discute des perspectives d'avenir, des perspectives qui permettent d'aider notre pays à revenir sur les fondements de la gestion d'un État moderne, démocratique, et aider également, puisque nous participons à ce débat, pour amener cette institution aujourd'hui qui a perdu toute crédibilité aux yeux des peuples africains de l'Ouest. Je vous assure, aujourd'hui, faites un tour, prenez votre micro, demandez aux Africains de l'Ouest ce qu'ils pensent de cette cour de CEDEAO qui souffle le chaud et le froid. On lui pose une question, elle répond autrement. Et de ce point de vue, moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Pourriez-vous exprimer sur les effets des sanctions régionales sur le Niger pour qu'on comprenne mieux l'effet de ces sanctions et la manière dont vous cherchez à améliorer la situation économique de votre pays? Écoutez, depuis le 26 juillet, comme vous le savez, toutes les ressources de notre pays ont été prises en otage par ces institutions communautaires. Il aurait fallu plutôt se poser la question comment on a pu survivre. Eh bien, c'est grâce à la résilience de notre peuple, à l'acceptation pour que chacun qui doit contribuer à l'effort commun, grâce également à la très bonne gestion de l'argent public retrouvé, et aussi grâce également à tout l'espoir que nous attachons à ce choix indéfectible que nous avons fait, que nous sommes sur le bon chemin, parce que nous estimons que pour une fois, le Niger a décidé, premièrement, de refuser le diktat de ceux qui toujours ont voulu mettre à sa disposition des subsides,
En contrepartie, il faut lui faire faire ce qu'on veut lui faire faire. Le Niger a décidé, évidemment, de s'ouvrir à tous ceux qui veulent venir investir. Nous sommes un pays très riche. Nous prenons toutes les dispositions pour que tout investisseur qui souhaite venir le faire, qu'il arrive avec toutes les garanties à lui donner. Donc, pour nous, c'est une parenthèse probablement qui continue de faire mal, mais c'est une parenthèse qui sera derrière nous, Inch'Allah, dans quelques semaines. Les ressources que nous collectons localement sont bien gérées, avec parcimonie, nous permettent de faire face à toutes les dépenses de souveraineté. Et tous les Nigériens aujourd'hui, du plus petit village jusqu'à la capitale, tout le monde participe à l'effort, je dirais, de guerre, à l'effort de résiliation. Donc, ma réponse se trouve dans cette détermination que nous avons, que ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de détermination, une question de conviction. Et dans les tout prochains jours, vous verrez, par la grâce de Dieu, comment nous allons nous en sortir. Comme je dis, il y a beaucoup de partenaires qui nous proposent évidemment un choix important. Et sur les questions de développement, nous n'avons pas de doute que cette voie que nous avons empruntée est celle qui nous permettra de nous affranchir définitivement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, malheureusement, le temps est limité. Nous voulons vous remercier pour le peu que vous avez pu partager avec nous. Nous souhaitons continuer cette conversation prochainement. C'est évident que vous avez encore beaucoup de choses à partager. Malheureusement, le temps fait défaut. Encore une fois, merci de vous être joint à nous et à notre Assemblée pour partager vos perspectives. Merci à mon collègue Cameron et merci à tout le monde qui s'est joint à nous pour cette discussion avec son Excellence, Premier ministre Ali Lamine Zein du Niger. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie également. Je voudrais exprimer un souhait. Faites en sorte que des investisseurs viennent au Niger. Ils seront les bienvenus. Faites en sorte que le Niger renoue avec justement les principes démocratiques. Pas des élections truquées, pas des relations basées sur des personnes, mais des relations basées sur un peuple qui est fier, un peuple épris de paix, un peuple ouvert, un peuple qui a décidé de choisir son chemin. En tout cas, je vous remercie également et nous sommes disposés à poursuivre cette discussion si vous le souhaitez bien. Merci beaucoup. Certainement, on va poursuivre la conversation. Merci.